Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce nouveau live Branché TV. Je suis... Oula, petit bug sur le générique, pardon. Donc je disais bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est donc en direct pour un nouveau live débat. Ce soir, un live consacré à un sujet de santé publique, le burn-out chez les médecins du bloc, les médecins du privé, les médecins du public et les médecins qui aussi, après un burn-out, doivent normalement retourner au travail. Donc ce soir, l'angle de ce live, c'est surtout le burn-out et le retour au travail. Est-ce possible de retourner au travail après un burn-out? Comment peut-on retourner au travail après un burn-out? Est-ce qu'on est encadré? Est-ce qu'il y a des dispositifs? On en parlera ce soir, bien entendu, avec des médecins que je vous présente tout de suite. À ma droite, le docteur Gaëte Chevrenet. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Qui est donc PH au CHU de la Tronche, enfin à Grenoble, d'anesthésie et réanimation. À ma droite également, le docteur Philippe Tracol. Bonsoir. Bonsoir. Chirurgien orthopédiste, très connu de ses confrères, et puis aussi président actuellement d'Orthorisque, et qui connaît bien le sujet du burn-out, puisque le docteur Tracol a présenté à la dernière Softcot, donc en novembre dernier, une enquête sur le burn-out de la population chirurgien orthopédiste avec ses confrères. Nous aurons aussi à distance un psychiatre, le docteur Fabien Aubat. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. À distance, parce que vous êtes assez loin dans le sud et puis la météo n'est pas favorable, donc c'était un peu compliqué. Elle est beaucoup plus favorable dans le sud, ça c'est sûr. Oui, mais pour venir, ça aurait été compliqué, je pense, non? Oui, ça sans doute, sans doute. Voilà, c'était le propos. Donc vous avez aussi participé à de nombreuses enquêtes, études sur le burn-out, et vous connaissez bien les chirurgiens, et notamment les chirurgiens orthopédistes. On en reparlera tout à l'heure. Donc merci d'être avec nous. Et enfin, à ma gauche, Audrey Chavas. Salut Audrey. Bonjour Alexia. Audrey qui est déléguée générale d'Aspro. Alors les clients branchés qui nous regardent connaissent forcément, puisque vous êtes obligés de souscrire à Aspro et de participer avec une adhésion annuelle. Donc Aspro, c'est l'association de prévention du risque opératoire fondée par des médecins et qui a pour but de concevoir des formations et de concevoir des outils pour vous aider à améliorer le risque. Voilà pour les présentations. Audrey sera modératrice ce soir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les posez sur le chat, comme toujours, pour ceux qui viennent souvent sur Branché TV, et on y répondra tout au long du live. Alors, on démarre tout de suite avec une première question pour le docteur Aubat. Docteur Aubat, vous êtes avec nous ce soir, et on avait préparé ce live tous ensemble, et on s'était dit que ce serait bien d'abord de définir le burn-out, ou le syndrome d'épuisement professionnel en français, voilà, pour essayer de baliser un peu le terrain. Est-ce que vous pourriez nous en donner une définition clinique? Alors, le burn-out, c'est pas véritablement une entité clinique reconnue dans les classifications internationales. C'est une entité qui a souvent un chapeau qui la recouvre, qui est celui de la souffrance au travail. Mais lorsqu'on rentre un petit peu dans les détails de la symptomatologie de ceux qui sont atteints d'un burn-out, on va retrouver des symptômes qui appartiennent à des entités, elles, beaucoup plus connues et beaucoup plus validées, la dépression, l'état de stress post-traumatique, les troubles de l'adaptation. Donc, ce n'est pas une entité validée, sans doute, peut-être aussi pour une raison, c'est que valider une entité comme ça serait reconnaître peut-être une place excessive dans le repérage des maladies professionnelles. Alors, il faut savoir quand même que nos gouvernants et les assemblées qui ont été sollicitées sur ce plan-là ont toujours été très rétives à reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle, parce que ça serait ouvrir à deux battants un risque d'indemnisation et de prise en charge avec des coûts sociaux pas forcément maîtrisables. Alors, pour revenir aux symptômes habituels du burn-out, il importe de dire que c'est très proche d'une dépression d'épuisement, une dépression réactionnelle à une situation traumatique, souvent répétitive. Le propre de cette dépression, c'est qu'elle a tendance à s'installer après pas mal de semaines, voire des mois, voire des années d'incubation. Lorsque vous avez un deuil, vous avez en règle générale une symptomatologie douloureuse qui s'installe dans un délai très court.
dans ces situations de souffrance au travail, vous avez un délai de latence, une espèce de phase d'incubation extrêmement longue. Et ça, c'est assez intéressant en termes de prise en charge et de prévention du trouble. Pourquoi c'est long à s'installer? C'est que très souvent, les sujets qui sont soumis à des facteurs de stress, d'abord, n'identifient pas forcément les troubles dont ils souffrent, et c'est souvent l'entourage qui vient le leur signifier. Et puis, souvent, ces gens-là mettent en place des mécanismes de défense qui font que, pendant des années, une logique d'épuisement va s'installer. Ces mécanismes de défense vont tenir pendant un moment et vont se trouver être épuisés à un moment, souvent de manière très brutale. Et le propre du burn-out, c'est souvent une décompensation très rapide qui, du jour au lendemain, peut s'installer. Le sujet qui était jusque-là hyperactif va du jour au lendemain être incapable de se lever parce qu'il a, au fond, burn-out, c'est quand même une expression assez intéressante, il a brûlé toutes ses réserves. On part avec un capital énergétique, un capital anxieux, un capital émotionnel, et lorsque vous avez en quelque sorte brûlé tout ce capital-là, vous êtes dans cette espèce de dépression, d'épuisement, et vous êtes incapable de repartir au travail. Voilà pour faire simple. Après, on rentrera peut-être dans les détails des symptômes et des signes d'alerte de cette pathologie-là. Merci beaucoup, docteur Aubin. Une remarque du docteur Tracol, allez-y. Oui, on en a beaucoup parlé tous les deux, mais c'est vrai que dans nos professions, le problème, c'est le déni. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne vont pas bien. Et la rupture est d'autant plus violente et brutale qu'elle a été masquée sous différentes formes. Enfin, on en parlera après. Et je trouve que la définition de Fabien est assez intéressante parce que c'est vrai que c'est un épuisement professionnel. C'est une dépression par épuisement professionnel. Voilà. Et c'est vrai que c'est difficile de donner une définition au burn-out. Et c'est surtout, comme vous le disiez, c'est vraiment lié au travail. C'est ça la différence avec toutes les autres maladies. Je ne sais pas si vous avez une remarque là-dessus, docteur Gatcheux-Brenet, mais vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de dire, j'imagine, sur le côté un peu... c'est dur de se dévoiler au travail aussi et de le reconnaître. Oui, je suis d'accord avec ça, évidemment. Souvent, c'est multifactoriel et on est tous potentiellement vulnérables face à ça dans des conditions données. Donc, il faut effectivement, c'est ce que disait le docteur Aubin, parfois c'est l'entourage qui tire la sonnette d'alarme et qui dit quelque chose ne va pas, et le professionnel, lui, va masquer tout ça et nier ces signes, ou en tout cas pas les rattacher à un épuisement professionnel, alors qu'en fait, une fois que c'est dit, parfois est mis en évidence, a posteriori, tout est analysé en disant bien sûr c'était ça en fait. Effectivement, vous avez évoqué la dépression, la différence entre les deux. Je crois qu'elle est assez claire, docteur Aubin. En tout cas, ce que vous disiez au début, si j'ai bien compris, c'est que ce n'est pas une maladie reconnue aujourd'hui en France. Ce n'est pas une maladie reconnue ni en France d'ailleurs, ni à l'international, parce que lorsque vous consultez les manuels habituels de classification des maladies mentales, vous ne le retrouvez pas. Donc, en fait, vous le retrouvez, comme je le disais tout à l'heure, dans des entités cliniques diversifiées, puisque dans ces situations de souffrance au travail, on va retrouver les signes assez classiques de la dépression, la douleur morale, l'épuisement, l'asthénie, la boulie, la difficulté à se mobiliser, la tendance à rester au lit de manière anormalement prolongée. Vous allez trouver aussi des troubles anxieux. Vous allez trouver aussi une symptomatologie très proche de l'état de stress post-traumatique, avec très souvent des situations professionnelles qui ont eu valeur de traumatisme ou de blessure un peu narcissique pour les individus. C'est très souvent à l'occasion d'une remarque désobligeante d'un supérieur hiérarchique que les choses vont se décompenser. Alors, bien souvent, évidemment, ces situations rentrent en écho avec le narcissisme de celui qui va en être frappé. Philippe dit souvent que les chirurgiens ont un narcissisme un peu inflationniste. Je suppose qu'il est bien placé pour le dire, parce qu'effectivement, les chirurgiens, c'est un peu les matadors de la médecine, donc ils ont l'ego parfois un petit peu plus dimensionné. Et ce qu'il y a de bien chez les psychiatres, c'est que comme on est toujours en difficulté dans la thérapeutique, on a le narcissisme moins inflationniste. Mais ça, c'est une petite remarque amusée. Alors, ce narcissisme, il est souvent un obstacle aussi à la reconnaissance, comme on le disait tout à l'heure, dans le déni. C'est-à-dire que on part dans une trajectoire professionnelle avec une identité professionnelle qui est souvent une source identitaire très forte, et on n'admet pas que dans un parcours de vie, on puisse rencontrer l'échec, la souffrance,
que nos capacités de maîtrise et de défense soient dépassées. Et effectivement, c'est ce narcissisme-là qui va faire, la plupart du temps, obstacle au repérage du trouble. Alors, bien évidemment, l'enjeu, c'est d'essayer de repérer quels sont les symptômes avant-coureurs de cette situation. On en parlera peut-être. Tout à l'heure, oui, on en parlera tout à l'heure. C'est effectivement l'entourage, la plupart du temps, qui est alerté. Donc, c'est une pathologie d'épuisement, mais c'est aussi une pathologie de blessure narcissique, quelque chose qui vient faire effraction à une espèce de ce que disent un peu les psychanalystes, un idéal de soi, un idéal du moi, alors qui est plus ou moins inflationniste, comme on le disait tout à l'heure, mais qui va être l'élément un petit peu dur de la personnalité qui va être effracté par la souffrance au travail. Une remarque, docteur Tracol, et après on va parler de votre enquête. Non, ce que je veux dire, c'est que un burn-out avec 2 mois d'arrêt de travail, c'est pas un burn-out. Je crois que souvent on entend dire j'ai fait un burn-out, je me suis arrêté 2 mois, c'est pas vrai. Un burn-out, c'est minimum 2 ans d'arrêt de travail. Enfin, je pense que Fabien va le confirmer. Et puis dans nos professions, les matadors de la chirurgie, je ne sais pas, mais on voit bien que le début, il est brutal. Je dis souvent, c'est le gars qui ne peut pas sortir du lit le matin, il ne peut pas y aller, il ne peut pas aller travailler. Ou pire encore, il va dans son cabinet et puis il se suicide. C'est aussi les policiers, c'est les pompiers, toutes ces professions, pas de surhomme, mais un petit peu, qui sont un petit peu peut-être surévaluées, cachent leur détresse très longtemps. Et c'est vrai que ça fait mal quand même de trouver quelqu'un qui s'est suicidé dans son cabinet, quoi. Enfin, un policier aussi sur son lieu de travail. Et le suicide sur le lieu de travail, on en parlera peut-être aussi, c'est vraiment un signe d'appel trop tard, quoi. Oui, en effet, on parlera tout à l'heure des prémices, comment essayer de repérer le médecin en burn-out, puisque, comme le disait le docteur Aubat, il y a quand même une latence qui peut aller jusqu'à 2 ans avant d'exploser. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est de prévenir. Hein. Ce sera aussi le message qu'on va essayer de marteler ce soir, tous ensemble, la prévention. Alors, docteur Tracol, justement, je vous redonne la parole. Vous êtes intéressé au burn-out chez la population des chirurgiens orthopédistes, d'autant plus que, comme je disais, vous êtes président d'Orthorisque. Donc, en 2019, vous êtes dit... là, ça y est, il faut arrêter de présenter les sessions d'Orthorisque à la Sofcote sans parler du burn-out. En gros, c'est ça. Il y a eu un déclic. Alors à l'époque, je n'étais pas président, j'étais gestionnaire d'Orthorisque. J'étais donc avec les mains dans le cambouis, puis ensuite j'étais président du CNP. Et chaque fois, c'est un événement dans la profession qui arrive et on se dit, on ne peut pas continuer comme ça, il se passe quelque chose. Et cet événement-là, on en avait parlé en 2019, on s'est dit, il faut savoir où nous en sommes. Et on a fait une première enquête et on avait fait une table ronde à Orthorisque, le burn-out. Fabien était là d'ailleurs, qui a eu pas mal de succès. Et puis est arrivé le Covid, on avait tout un programme pour essayer de mettre en place des éléments de prévention et malheureusement on a eu d'autres choses à régler pendant cette période-là. Et puis un nouvel événement dramatique qui s'est produit cette année nous a remis dans les mains dans le cambouis. On s'est dit il faut faire quelque chose et là nous avons fait une enquête pour tous les chirurgiens orthopédistes. Ce n'est pas uniquement les membres d'Orthorisque. Toutes les sociétés membres du CNP ont envoyé le questionnaire. 1700 réponses, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. C'est à peu près la moitié. Alors c'est vrai qu'il y a eu des gens qui n'ont pas compris ce questionnaire en disant qu'il était trop long, qu'il était trop indiscret. Mais en fait, l'idée, c'était que les gens fassent une auto-évaluation et qu'ils puissent se rendre compte eux-mêmes de savoir où ils en étaient. Voilà. Ça nous a donné à nous, bien sûr, une idée de l'état mental de la population des chirurgiens orthopédistes, mais l'objectif, c'était que chacun fasse son auto-évaluation. Alors justement, je vais vous laisser présenter quelques résultats. Vous avez préparé des slides pour voilà, une synthèse de ce qui ressort. C'était quoi la méthode en fait, d'enquête globalement ? C'était vraiment... Alors, c'était une enquête en 3 volets. Le premier volet, c'était des questions. Ensuite, on leur a fait faire des tests d'évaluation. Les tests connus, quoi. Des tests connus, bien sûr. Voilà, ouais. et voilà, vous allez voir ensuite. Ouais. Et puis ensuite, le troisième volet, c'était de verbaliser leur ressenti vis-à-vis de la profession. Et on s'est bien rendu compte que dans la partie questionnaire, il y avait du déni, puisque dans la partie questionnaire, quasiment tout allait bien, en fait. Hein, voilà. Et puis quand on est rentré dans les tests, on s'est rendu compte que finalement, ça n'allait pas aussi bien que ça. Intéressant. Je vous laisse la parole, du coup. Oui.
les diapositives. Oui, alors vous voyez que 75% des chirurgiens orthopédistes ont des troubles du sommeil. On ne va pas détailler les troubles du sommeil, mais c'est énorme. Et à Softcode, j'ai dit moi-même que depuis que j'ai arrêté d'opérer, j'ai retrouvé le sommeil. Mais c'est vrai, ça a été en 3 mois. Hein, voilà. Bien sûr, notre métier retentit sur votre vie familiale. 14% d'entre nous ont des sensations de harcèlement, 6% ont des idées suicidaires. On va dire que c'est peut-être aussi le taux de la population, hein, mais quand même, voilà. Et ça c'est important. 90% des chirurgiens vont travailler lorsqu'ils sont malades. Et ça, c'est pas bien. On n'a pas de médecin. On va se calquer sur les anesthésistes, dit doc, t'as ton doc, et on va faire un petit peu la même chose chez nous avec la certification biodique. Il faut que les chirurgiens soient pris en charge. 32% consomment de l'alcool. Alors là, on n'a pas de côté quantitatif. Je n'ai pas dit que 32% des chirurgiens étaient alcooliques. Mais la question, buvez-vous de l'alcool? C'est oui. Après, on a bu un verre de vin blanc tout à l'heure, hein, donc c'est pas pour ça qu'on consomme de l'alcool. Par contre, 3% consomment des médicaments psychoactifs, et puis 1% quand même consomment de la drogue, et 10% des somnifères. Alors voilà le test. Celui-là est important parce que vous voyez que un chirurgien orthopédiste sur 3 est en probable dépression. Et ça nous a fait un petit peu scier avec le professeur Bogard, notre président du CNP actuel. On s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas avoir un chirurgien orthopédiste sur 3 qui est en situation de détresse comme ça. Et quand on regarde les tests de matchage, vous voyez que c'est catastrophique. C'est-à-dire que 24% sont en situation de dépersonnalisation, 18% en perte d'accomplissement professionnel et 12% en épuisement. Et c'est des scores qui ne sont pas bons. Et c'est les mêmes scores qu'en 2019. Le Covid n'a pas aggravé les choses. Et puis alors, vous voyez que 98% d'entre nous sont en stress au travail et 11% sont en pré-burnout. Vous voyez que la situation, le stress au travail, après on a une profession de stress, hein. Heureusement que quand on va opérer quelqu'un, on est dans une situation de stress, mais comme disait souvent Fabien, il y a le bon stress, qui est le stress stimulant, c'est l'adrénaline, et puis il y a le mauvais stress, qui lui est plutôt négatif. Et puis voilà les textes libres qui ont permis à nos collègues de verbaliser leur situation. Et quand on demande quel est le côté le plus frustrant de la carrière, le premier, c'est le manque de temps. C'est l'impression d'être toujours en train de courir après le temps. La dégradation permanente et continue des conditions de travail, ça on le sait bien tous. Moi, j'ai 35 ans d'expérience, je vois bien que les conditions de travail d'aujourd'hui ne sont pas celles que nous avions il y a 25 ans ou il y a 30 ans. Hein. Et puis, alors, dégradation dans les relations avec les patients et les collègues. Alors que dans le questionnaire au début, les gens disaient qu'ils étaient plutôt contents de leur relation avec les collègues, les anesthésistes en particulier. Et là, on voit que c'est la troisième des préoccupations, c'est ça. La pression des patients, le manque de respect, les procédures, bien sûr. Et puis, l'absence de reconnaissance, ça, c'est quelque chose qui ressort assez souvent. Et puis quand on pose la question du côté satisfaisant, finalement c'est la même chose. C'est-à-dire c'est le patient. Et finalement on se rend compte que rendre service, c'est notre métier, c'est notre vocation. Et on voit bien que le patient, c'est à la fois notre source de satisfaction et notre source de frustration quand le patient n'est pas content ou qu'il est injuste avec nous. La notion de service rendu et la reconnaissance. Vous voyez que ces 3 mots-là ressortent aussi dans le côté le plus frustrant. Et on avait retrouvé ça aussi en 2019. Voilà. Et puis vous voyez que les sujets qui sortent, c'est rendre service. On a envie de soigner, d'être utile, d'aider les gens, d'être reconnu. Alors c'est vrai que les médecins sont moins reconnus aujourd'hui. Et puis le troisième sujet qui est important, c'est le travail en équipe. Et à Orthoris, on essaie d'y travailler et d'essayer d'améliorer ce travail en équipe. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais ça pourrait presque faire l'objet d'une émission complète. Voilà, je m'arrête là parce que ce serait trop long, mais 30% des chirurgiens orthopédistes ne vont pas bien. Voilà. Mais je suis sûr que si on faisait ça avec d'autres spécialistes, on aurait à peu près la même situation. Voilà. Après, on pourrait le faire, il faudrait qu'on voit la part des jeunes, des plus anciens, des hospitaliers, des privés, parce que là, le panel qui a répondu correspondait bien à la population des chirurgiens orthopédistes, que ce soit hospitaliers, privés, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes. Il y a moins de femmes, bien sûr, chirurgiens orthopédistes, mais voilà.
Merci beaucoup, Dr Tracol. Vous avez parlé de l'aspect le plus frustrant, regretté dans la carrière. Nous, on a décidé de le poser à l'audience ce soir. Alors, je ne sais pas si ils sont encore nombreux connectés ou pas, mais en tout cas, je pose la question et on verra ce que ça donne au niveau des pourcentages. Alors, on poursuit. Docteur Aubat, donc là, on a vu effectivement la présentation de Philippe Tracol. Vous connaissez bien la cible des orthopédistes, des chirurgiens orthopédistes, puisque vous avez travaillé sur le sujet, vous avez travaillé avec Philippe Tracol sur le sujet. Et est-ce que déjà vous souhaitez rajouter quelque chose à ce qui a été dit? Et notamment, moi, ce qui m'a intéressé, c'était le profil de l'orthopédiste, enfin le profil type. Bien qu'on en parlera tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de profil. Tout le monde peut être un jour... peut souffrir de burn-out, pardon. Mais vous avez quand même identifié des caractéristiques chez le chirurgien orthopédiste assez intéressantes. Alors, si vous voulez, Philippe a énoncé un certain nombre de critères qui méritent d'être effectivement repris. Moi, je pense que le burn-out intervient dès lors qu'une profession est malmenée dans ses capacités à occuper une place prestigieuse dans la société. Ça n'est pas rien que d'occuper un métier qui est reconnu, valorisé, ou occuper un métier qui se trouve être de plus en plus dégradé. Vous prenez les militaires, par exemple, vous vous rendez compte qu'effectivement, les militaires vont se battre à l'étranger, vont se soumettre à des facteurs de stress extrêmement intenses et que leur capacité à métaboliser ces stress, elle est directement corrélée à la reconnaissance qu'a la nation vis-à-vis de l'activité de ces militaires ou de ces policiers. Et on voit aujourd'hui qu'effectivement, la reconnaissance collective, elle est parfois un petit peu en faillite. Alors, certains auteurs parlent d'une espèce de contrat psychologique. Pendant des années, les médecins ont fonctionné dans une espèce de contrat de confiance avec leurs patients qui était quasiment acquis d'emblée dès que la relation thérapeutique s'engageait. Aujourd'hui, on est plutôt dans une espèce de rapport de défiance, de méfiance, avec des procès qui se multiplient, avec des inquiétudes, avec une suspicion a priori de la compétence des médecins, et les chirurgiens qui sont effectivement dans l'action et dans l'immédiateté prennent des risques absolument considérables parce qu'effectivement, ils sont sur le grill, comme le disait Philippe, ils sont dans l'urgence, ils sont dans le stress, et bien évidemment, ils prennent des risques tout à fait considérables. Et aujourd'hui, les patients ne prennent pas en compte ces facteurs-là, bon, peut-être légitimement pour un certain nombre d'entre eux, mais donc vont nouer avec le médecin, comme je le disais tout à l'heure, une relation de défiance. Ensuite, on a parlé tout à l'heure de l'équipe. C'est extrêmement important, la question de l'équipe. L'équipe, c'est les collègues, et c'est aussi l'équipe infirmière, l'équipe d'un service, quel qu'il soit. C'est extrêmement réconfortant de travailler avec une équipe, parce qu'effectivement, vous pouvez d'abord partager votre stress, c'est du débriefing collectif, une équipe. Et aujourd'hui, on se rend compte que les équipes se délitent parce qu'elles sont moins pérennes qu'elles ne l'étaient dans le passé. Aujourd'hui, vous avez une volatilité professionnelle, vous avez les infirmières qui viennent et qui partent, vous n'avez plus d'équipe fixe. Moi, j'ai l'expérience personnelle où, à une époque, dans l'hôpital dans lequel je travaillais, les médecins se réunissaient quasiment au moment du repas tous les jours. Aujourd'hui, chacun mange de son côté. Et donc aujourd'hui, c'est pas inintéressant de constater que toutes ces structures d'étayage sont aujourd'hui un peu en faillite et laissent effectivement le médecin tout seul, dans l'anxiété, face à un malade souvent un peu soupçonneux, face à des collègues qui sont pas toujours bienveillants et souvent dans l'incapacité un peu de débriefer, de parler. Parce qu'au fond, on en revient à ça quand même, c'est les effets salutaires de la parole. Quand vous pétez un plomb, quand vous craquez, c'est que la plupart du temps, vous n'avez pas verbalisé, vous n'avez pas dit, vous n'avez pas parlé de vos préoccupations intimes. Alors vous le faites souvent, vous le faites pas au travail, vous le faites pas à la maison pour pas encombrer votre conjoint ou votre compagne ou votre compagnon des difficultés professionnelles, et vous gardez tout ça à l'intérieur de vous, et un beau jour, les choses viennent se manifester, comme on l'a dit, très brutalement. Voilà. Alors, sans doute, le chirurgien est là
plus exposés que les autres. D'ailleurs, vous avez un élément assez significatif, c'est les cotisations d'assurance professionnelle. Vous leur demandez combien ils payent et vous verrez à quel point, effectivement, ils s'exposent à des risques tout à fait considérables. Et on leur pardonne rien. C'est-à-dire qu'on leur pardonne pas grand-chose aujourd'hui et dans l'urgence dans laquelle ils travaillent. Alors moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les chirurgiens parce que, bien évidemment, ils sont dans une activité très opératoire, très, très, très opérationnelle, avec des choses qui se voient dans des situations très critiques. On est très loin du positionnement d'un psychiatre. Un psychiatre, il a lui aussi des facteurs de stress. Mais bien évidemment, j'avais un de mes collègues qui parlait de la fonction un peu poubelle du psychiatre. Vous savez, toute la journée, les malades déversent sur votre tête ou vos épaules leurs difficultés et leurs problèmes. Alors, il faut croire qu'on n'est pas trop mal constitué et qu'on arrive à gérer ça, mais on souffre, nous aussi, tout autant de ce délitement des équipes et de ce délitement des structures d'étayage. Mais la structure d'étayage, ça peut être aussi l'administration de votre établissement, la direction, qui va venir vous conforter dans vos difficultés ou au contraire aggraver vos difficultés. Et aujourd'hui, on voit que les institutions ne sont pas souvent très porteuses et que quand vous avez des ennuis, vous êtes très exposé et très seul. Vous le voyez dans l'éducation nationale avec les enseignants qui souffrent parfois et même souvent de ne pas être étayés, ne pas être supportés par leur hiérarchie et d'être laissés seuls face aux difficultés qu'ils rencontrent avec leurs étudiants ou leurs élèves. Donc tout ça mérite d'être bien évidemment rapporté, mais moi, mon leitmotiv, c'est de repérer quand même que tout ça se joue dans des situations où la profession se trouve être finalement passablement dégradée dans l'image publique. Regardez l'image du chirurgien il y a 20 ans, il y a 30 ans, regardez celle qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, le médecin est un prestataire de service, exposé comme tous les prestataires, l'électricien, le plombier, à quelque chose d'un peu tendu, alors qu'auparavant, on bénéficiait comme je le disais, du contrat de confiance. Et Philippe avait raison de dire que le patient, c'est aussi et toujours l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'on revient toujours à lui. Autant il peut vous créditer, et on a grand plaisir à soigner nos patients, à les améliorer, bien évidemment, et autant on peut beaucoup et pas mal souffrir de la défiance qu'ils peuvent nous manifester ou de leur intransigeance face aux difficultés qu'on peut rencontrer parfois. Merci, Dr Oba. Juste par rapport justement à ce que vous disiez sur la charge administrative, alors là déjà sur les personnes qui ont répondu, je le laisse encore, 60% c'est la charge, les trop de charges administratives qui fait partie de ce qu'ils appellent le plus regrettable dans leur carrière aujourd'hui. Donc on est vraiment là-dessus, sur aussi l'environnement, on en revient à l'environnement de travail. Docteur Gatchevrenet, vous êtes médecin anesthésiste réanimateur, donc on a beaucoup parlé des chirurgiens, mais il ne faut pas oublier les anesthésistes réanimateurs quand même. La réanimation, c'est très stressant, c'est pas facile, on est exposé. Vous pensez que votre population elle est quand même bien exposée au burn-out, je pense aussi, il n'y a pas de doute. Oui, il n'y a aucun doute. La réanimation et l'anesthésie, j'ai envie de dire, parce que ça n'a l'air de rien, mais comme le disait le docteur Tracol, c'est un travail d'équipe. Et si le chirurgien est l'opérateur principal, l'anesthésiste qui est derrière le champ, souvent c'est un peu le veilleur et le guide de la dégradation du patient. Donc ça reste, dans les deux cas, c'est des situations de métier qui sont quand même assez stressantes. Et donc, dans ce contexte, effectivement, avec tout ce qu'on vient de détailler là, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, et même les réponses des chirurgiens, on pourrait donner les mêmes, en fait, je pense, dans notre discipline. On fait ça pour les patients, et comme disait le docteur Oba, c'est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'on travaille pour des patients, et parfois, c'est via les patients qu'on reçoit les pires contraintes, remarques, procédures. En anesthésie et réanimation, on n'est pas épargné non plus par les procédures médico-judiciaires. Donc, tout ça, ça fait le lit, effectivement, de l'épuisement professionnel, parce que, pour avoir entendu des vieux anesthésistes à la veille de leur retraite dire « Ouf, il m'est rien arrivé », c'est toute une vie à se dire « Il va m'arriver quelque chose ». Et ça, quand on est dans certaines circonstances, c'est clair que ça précipite en fait un épuisement professionnel. Et je pense qu'il y a des gens qui sont passés un peu à côté même du diagnostic. Alors si ça retentit pas dans la vie, on va dire que
ça n'a pas trop de conséquences, mais c'est vraiment... Enfin, j'avais vu les diapos avant, et je trouve qu'on aurait pu poser les mêmes questions aux anesthésistes, on aurait eu les mêmes réponses, en fait. Parce qu'on travaille déjà dans la même sphère, et même en réanimation, on répondrait pareil, en fait. Et alors, justement, est-ce que le burn-out, c'est à l'hôpital? Parce que là, vous êtes à l'hôpital. Ouais. Là, on s'adresse vraiment aux médecins du privé et du public, enfin aux médecins au sens large. Le burn-out, c'est tabou à l'hôpital, on en parle de plus en plus, on n'en parle pas. Est-ce que vous connaissez des confrères, des consoeurs qui sont en burn-out autour de vous, là, aujourd'hui? Alors, pour la première question, est-ce que c'est tabou? Oui, c'est tabou, dans le sens où, d'une part, comme on l'a dit au tout début, le professionnel est un peu dans le déni de son trouble, du burn-out. Vous avez dit quelque chose de très intéressant sur la durée d'un arrêt pour burn-out, et c'est vrai que même quand c'est admis par le professionnel, tout le monde est dans l'espérance que ça va durer 1 mois ou 2 mois, on va se remettre, c'est bon, je vais me refaire, ouais, bien sûr, je suis fatiguée, non, mais ça va aller, dans 2 mois, c'est réglé. Donc déjà, oui, c'est tabou du fait que le professionnel lui-même est dans le déni, et que je pense que l'acceptation du diagnostic, elle est difficile et longue. Donc oui, c'est un peu un tabou. Et après, oui, bien sûr, je connais des collègues qui sont en pré-burnout ou en burn-out officiel ou pas encore avoué. Et c'est dur, quoi. C'est pas facile parce qu'on est un peu démunis, nous, en tant que collègues, pour aider le diagnostic, la prise de conscience. Et puis, on est toujours un peu aussi dans l'interrogation de se dire... Waouh, ça lui arrive à lui ou à elle, pourquoi pas moi, en fait, pourquoi pas moi demain Donc c'est un vrai sujet. Docteur Tracol, pardon, je vous laisse la parole. Non, c'est intéressant ce que vous avez dit, parce qu'on a autour de nous des collègues qui ne vont pas bien, mais personne n'ose aller dire « tu ne vas pas bien, tu devrais t'arrêter ». C'est un débat qu'on a eu avec Fabien l'autre jour, une espèce de lâcheté, tous, hein, où on a peur, où on n'a pas envie d'aller dire à quelqu'un, en fait, voilà. Alors c'est encore plus dur quand c'est le chef de service. Voilà. Quand c'est un chef de service et un subordonné, c'est peut-être plus facile. Mais je crois que l'intérêt de l'équipe, pour revenir à ce que disait tout à l'heure Fabien, il est peut-être là. De travailler en équipe, on doit beaucoup travailler aussi sur les situations tunisantes et sur la hiérarchie. Et il ne faut pas qu'il y ait trop de hiérarchie dans une équipe pour qu'on puisse échanger et peut-être à un moment donné dire à quelqu'un peut-être que ça ne va pas bien. Et je crois aussi que dans les éléments déclenchants, bon, il y a la solitude, ça c'est sûr, mais le manque de reconnaissance c'est le plus important. On voit bien que l'élément déclencheur, vous le connaissez bien, c'est le papier bleu. Hein. C'est-à-dire avec tout ce que j'ai fait, poum, ça me tombe dessus, pourquoi moi enfin, et souvent ça fait déclencher la décompensation de quelqu'un qui n'est pas bien, hein, mais que voilà, c'est souvent le déclencheur, c'est ça, quoi. Voilà. Ou l'épouse qui s'en va parce qu'elle en a marre. Ou, voilà. J'aurais plutôt. Il y a toujours. Mais sur ça, il y a beaucoup de. Voilà. Ou le directeur de la clinique qui dit je te supprime un créneau parce que tu ne travailles pas assez. Ou le directeur de l'hôpital qui dit vous ne pouvez plus travailler aujourd'hui. Enfin voilà. Il y a toujours un truc où on dit c'est injuste. Voilà. Qui est l'élément tartère, quoi. Mais alors, docteur Aubat, vous êtes toujours avec nous? Oui, il est là, il nous écoute avec intérêt. Vous avez dit, donc, on a dit au début du live qu'il pouvait y avoir un temps de 1 an et demi à 2 ans avant que ça explose, avant le burn-out. Alors, comment on peut justement déceler les vraies prémices du burn-out? Est-ce qu'il y a vraiment des comportements types, voilà. Comment est-ce qu'on peut essayer de dire à lui ou elle, il est en train de faire, il va peut-être craquer un jour. Là, il faut vraiment qu'on dise stop, même si c'est pas facile à faire. Mais déjà, est-ce que pour en être sûr, parce que c'est peut-être pas ça, je ne sais pas. Lorsque j'étais intervenu à la Sofcote, là, il y a quelques années, pour faire un topo sur le burn-out, j'avais pris une image, c'était celle du tableau de bord d'une voiture, où effectivement, il était très utile de repérer quels étaient les clignotants qui allaient s'allumer sur le tableau de bord et voir un petit peu ce qu'on en faisait. Ces clignotants, ils sont finalement assez simples. J'avais évoqué la problématique de l'épicier. L'épicier, en fin de journée, il tire le rideau, il baisse le rideau. J'avais mis une slide avec le rideau, l'épicier qui tire le rideau. Un des premiers signes, c'est d'apporter
à la maison, à domicile, des problématiques professionnelles, c'est-à-dire être dans l'incapacité à tirer le rideau en fin de journée et à séparer l'espace professionnel de l'espace privé. Alors très souvent, vous importez à la maison les difficultés professionnelles que vous avez rencontrées. Ces difficultés, elles vont se repérer très souvent dans des rêves, voire souvent des cauchemars à contenu professionnel. Quand vous commencez à avoir des cauchemars répétitifs à contenu professionnel, les premiers clignotants commencent à s'allumer. Philippe en a parlé, les troubles du sommeil, qui sont bien évidemment corrélés. Pourquoi on a des troubles du sommeil? Parce qu'on est anxieux. Pour dormir, il faut être tranquille. Pour dormir, il faut être en sécurité. Quand vous n'êtes pas en sécurité, quand vous n'êtes pas tranquille, vous ne dormez pas. Quand vous êtes réveillé au milieu de la nuit, souvent vous êtes réveillé par le cauchemar. C'est le cauchemar qui vous réveille. Vous n'arrivez pas à vous endormir, et là, ce qu'on appelle, nous, les psychiatres, le mentisme, la ritournelle commence à se mettre en place, et vous avez des idées comme ça qui partent en boucle, la plupart du temps professionnelles, et qui empêchent l'endormissement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous vous réveillez, vous avez mal dormi, vous êtes épuisé le lendemain matin. Les 3/4 des individus, lorsqu'ils sont épuisés, ont des troubles du caractère. Donc, on commence à voir arriver les symptômes d'irritabilité, d'agressivité. Là, souvent, c'est le conjoint qui va intervenir, en disant, tu as vu comment tu te comportes avec les gamins, tu ne supportes plus rien, le bruit, tu as perdu ta quiétude avec les gamins, tu es insupportable à la maison. Attention, danger, parce que les troubles du caractère et du comportement vont dégrader la situation conjugale. Or, souvent, l'étayage conjugal n'est pas rien dans la capacité à supporter le stress. Philippe le disait, si vous vous cognez, en plus des problèmes professionnels, des problèmes familiaux, conjugaux et parfois des menaces de séparation, la catastrophe n'est pas très loin. Voilà une deuxième, c'est plus qu'un symptôme, c'est presque une problématique globale. Une anxiété de moins en moins maîtrisée. Alors l'anxiété de moins en moins maîtrisée, c'est soit l'anxiété ressentie telle que chacun peut l'imaginer, mais ça peut être aussi la psychosomatique, l'eczéma, le machin, le prurite, les difficultés, les troubles digestifs et autres, qui d'ailleurs amènent à des consultations où régulièrement on vous dit mais c'est du fonctionnel, tu n'as rien, en fait tu n'as pas rien en fait. Tu es anxieux et tu exprimes par l'anxiété toutes ces difficultés. Autre petit signe d'alerte, c'est l'alcool. C'est l'alcool. On boit un whisky le soir pour faire baisser un peu la pression. Plus la pression monte, plus on boit de l'alcool. Alors souvent, moi, patients ou les gens que j'expertise, lorsque je leur demande, je leur dis pas est-ce que vous picolez, parce qu'en règle générale, la réponse est négative. Vous posez la question différemment. Vous dites est-ce que vous avez vu que vous aviez augmenté votre consommation d'alcool ces derniers temps? Et là, on va réfléchir un peu, dire oui, je suis passé d'un whisky à 2, 3, 4 whisky le soir. Bon, et là, les choses commencent un peu à se dégrader. Voilà. Donc, on a toute une série de symptômes qui sont pas extraordinairement originaux, mais il y a la fatigue, les troubles du sommeil, les cauchemars, les troubles anxieux, l'irritabilité. Et l'irritabilité est quelque chose qui est quand même un élément cardinal. Alors ça peut donner des dégâts. Moi, à une époque, dans mon service, on recevait que des enfants de médecins, parce que les médecins, ils sont déjà très occupés parce qu'ils bossent comme des dingues toute la journée. Et quand ils arrivent à la maison, ils sont insupportables et ils déversent leur agressivité de ce trop de stress qu'ils ont accumulé dans la journée. Alors, ce que je disais, c'est que l'idéal, c'est d'habiter un peu loin de son métier, de son lieu de travail. Et moi, j'ai constaté quand même que le temps que vous passiez en voiture pour entrer à la maison, si vous aviez 20 minutes ou 30 minutes, vous avez le temps de faire un peu baisser la pression, d'écouter la radio, d'écouter de la musique. Si vous rentrez trop vite à la maison, le petit conseil que je donnerais, c'est d'habiter au moins à 30 km de son lieu de travail, comme ça, pour avoir parce que vous avez des sas, vous avez qui vous permettent un peu de baisser le rideau, comme je le disais tout à l'heure, et parfois arriver trop vite à la maison, c'est l'incapacité que l'on a de ne pas pouvoir ménager cette espèce de sens de transition entre le travail et le perso. Docteur Tracol, c'est à vous. Non, mais je reviens sur ce que disait Fabien. Alors, c'est vrai que c'est bien de faire l'épicier, de ne pas ramener des soucis à la maison, mais il y a deux types de soucis. Le patient qui ne va pas bien, c'est quand même difficile quand on rentre chez soi de dire j'y pense plus. Voilà, alors que l'environnement professionnel, la pression dont on a parlé tout à l'heure, ça, il faut essayer d'en faire l'abstraction.
c'est vrai que quand j'avais un patient qui n'allait pas bien, ouais, on dort pas bien, on se fait des soucis, et c'est difficile de tirer le rideau. On a quand même des métiers qui sont particuliers, quoi. On traite des êtres humains, donc c'est quand même difficile de tirer le rideau. Je le dis souvent, il faut tirer le rideau, mais c'est pas aussi facile que ça, Fabien. Mais alors, si vous aviez un confrère, une consoeur pas bien, en dépression, anxiété, peut-être bientôt en burn-out, qu'est-ce qu'on doit dire, vous, docteur Auba, qui est psychiatre, qu'est-ce qu'on peut dire, comment on doit dire les choses pour pas que la personne le prenne mal, qu'elle se sente démasquée, dévisagée. On parlait du déni tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des méthodes, il y a des choses pour approcher l'autre Écoutez, moi déjà, je pense qu'il y a une première remarque, c'est que la médecine de prévention et la médecine du travail est quand même assez mal faite pour des personnels que l'on sait exposer tout particulièrement à ces situations difficiles. Quand vous regardez, moi je suis médecin-pompier, mais quand vous regardez chez les pompiers, encore qu'on ait fait pas mal de choses chez les pompiers, mais chez les gendarmes, chez les policiers, chez les militaires, vous vous rendez compte que pratiquement la médecine préventive est quasi absente, du moins du côté de la souffrance psychique. Moi, je pense qu'il faudrait, pour des professions connues pour être exposées, avoir des entretiens répétés avec les salariés, avec les intervenants, pour essayer de repérer les petits signes que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que ça, c'est la première des choses à faire. Ensuite, effectivement, au sein d'une équipe, c'est jamais très facile. Hein. Moi, quand j'étais chef de service, c'est plus facile de dire pour le chef de service d'aller dire à son interne, je trouve que tu vas pas bien, tu devrais un peu t'arrêter et te soigner. C'est plus compliqué, bien évidemment. L'inverse, lorsque c'est le patron ou le chef de service qui va pas très bien. Je crois que le meilleur moyen, c'est d'avoir des espaces de parole. On le disait, hein, les staffs matinaux que l'on a avec son équipe, hein, ça permet de parler de ses difficultés. Et parler de ces difficultés, ça n'est pas rien de les partager. D'abord parce que ça permet de pas se mettre en position d'invulnérabilité. Au fond, il y a un moment dans la vie où il faut quand même un peu renoncer à l'idée d'être totalement invulnérable parce que personne ne l'est véritablement. Donc, et c'est pas se décrédibiliser vis-à-vis de ses collègues ou de ses collaborateurs que d'admettre qu'à certains moments c'est difficile. Et là, l'équipe, effectivement, elle vient, comme le disait Philippe tout à l'heure, elle vient quand même être un espace privilégié de l'échange. On parlait du suicide tout à l'heure. Moi, j'ai connu les effets ravageurs qu'avait évidemment sur l'individu qui s'était suicidé, n'en parlons pas, vis-à-vis de sa famille, mais sur l'équipe, hein, qui va ensuite, pendant des mois, des années, se culpabiliser, soit de n'avoir rien vu, mais le plus souvent de n'avoir rien dit. Voilà, hein. Donc c'est quand même ça. Alors il y a un peu de lâcheté, mais moi je sais que personnellement j'ai toujours été très attaché, et je l'ai fait à plusieurs reprises, d'aller voir les intéressés et de dire ça ne va pas. Alors en psychiatrie, vous savez qu'il y a des gens fragiles, hein, qui peuvent prendre un parcours vers la psychiatrie et qui vont être confrontés à des situations difficiles et qui vont décompenser. C'est le rôle, me semble-t-il, hein, des cadres infirmiers pour les infirmiers, des chefs de service, quand c'est le cas, d'alerter les gens. Voilà. Alors après, ça soulève des tas de difficultés, parce que quand vous êtes recruté, je parle de l'hôpital puisque j'en suis issu, comme chef de service, la plupart du temps, il y a une espèce de confusion dans le rôle. On vous désigne comme chef de service parce qu'on vous considère comme en étant un très bon praticien, ayant des qualités scientifiques. Or, c'est pas ça, être chef de service ou chef d'équipe. C'est des capacités managériales. Et les capacités managériales, c'est ça qui fait la souffrance au travail ou qui ne la fait pas. Et si vous voulez, le marasme absolu dans lequel se trouve la médecine, me semble-t-il aujourd'hui, c'est un problème de gouvernance, quoi. C'est un problème de gouvernance dans les rapports hiérarchiques ou non hiérarchiques dans l'équipe, les rapports avec l'administration. Moi, j'ai eu un de mes collègues chef de service qui a eu un jour une relation de conflit avec son directeur à l'hôpital. Le directeur lui a dit « N'oubliez pas, madame, que vous êtes mon employé ». Il lui a parlé comme à sa femme de ménage. Voilà, hein. Un directeur d'hôpital parle à un chef de service
comme à sa femme de ménage, comme on ne devrait pas parler d'ailleurs à sa femme de ménage, pour tout dire. Voilà, donc vous voyez les rapports interhumains, mais moi je pense qu'il faut revoir cette question de gouvernance, y compris d'ailleurs dans les capacités managériales au sein d'une équipe. Regardez les cadres infirmiers, aujourd'hui, vous constaterez que ils soumettent les infirmiers au respect des protocoles et tout ça, et que parfois on ne s'occupe pas de la souffrance infirmière, alors que c'est le job du cadre infirmier que d'être un manager dans le bon sens du terme. Donc, à mon avis, c'est tout ça qui participe à la souffrance au travail, tout ça. Merci, docteur Oba. Docteur Tracol, vous qui avez travaillé dans le privé, une remarque sur justement là-bas, comment ça se passe, l'équipe, le management, comment on peut faire, parce que c'est très différent de l'hôpital. Dans le privé, il n'y a pas de médecine du travail, hein. Donc voilà, le chirurgien libéral ou praticien libéral, il est tout seul. Il est tout seul. Et donc c'est vrai que c'est bien d'avoir des associés, de pouvoir échanger, c'est sûr. Et puis pour vous dire ce que disait Fabien tout à l'heure, on a eu ce débat à la Sauvecote il y a quelques semaines, et il y avait dans l'assistance des chefs de service qui nous ont tous dit ce que tu as dit. Moi, on m'a nommé parce que j'ai une belle épreuve de titre, mais on ne m'a pas nommé parce que j'étais un bon manager. Et ça, c'est un vrai problème. On en parlera peut-être plus tard dans les relations entre les anciens et les jeunes, si on a le temps. Mais voilà. Et le problème, alors le privé, après, dans le public, je ne crois pas que vous alliez souvent à médecine du travail. Hein. Voilà. Donc, je crois que c'est la même chose. On est seul. On est seul. Et seul face à ces difficultés, à ces problèmes. Je crois que... et puis le terme, il faut qu'il aille se faire soigner. On entend tout le temps ça. Quand quelqu'un râle un peu, qu'il aille se faire soigner. Finalement, c'est presque une insulte. Et donc, c'est difficile après de dire à quelqu'un, tu devrais aller consulter, te faire soigner, parce que c'est tout de suite vécu comme une espèce d'agression. C'est un terme qui est tellement galvaudé. Et donc, c'est difficile d'aborder quelqu'un. Voilà. Combien de fois j'ai entendu au bloc, quand un type râlait, et qu'il aille se faire soigner, celui-là. On a entendu toute ma vie, j'ai entendu ça. Hein. Donc, je sais pas, non, voilà. Et c'est vrai que... Et c'est peut-être vrai. C'était peut-être vrai, c'était peut-être nécessaire à ce moment-là. Oui, c'est juste qu'à l'époque, on n'en parlait peut-être pas. Il y avait pas le burn-out n'était pas aussi... c'était encore plus tabou. Et peut-être que les suicides étaient moins médiatisés, mais je pense qu'il devait y en avoir aussi. Voilà. Mais je pense que la dégradation des conditions de travail, comme vous avez vu sur le retour, et le sentiment de non-reconnaissance, je crois que ce sont des éléments importants dans la perte de sens, quoi, de son métier. C'est quand même des métiers difficiles. Hein. Ce sont des métiers difficiles. Et voilà, on le sait, on a l'habitude, mais à un moment, c'est trop, quoi. Et puis ça passe plus. Merci, docteur Tracol. On va passer à la partie 3 de ce live, 3 ou 4, je ne sais plus, sur est-ce qu'on peut retourner au travail après un burn-out ? Comment retourner au travail ? En fait, il n'y a rien de prévu pour les médecins. Il n'y a pas le compagnonnage post-burn-out, finalement. Je vous m'adresse à tout le monde, là. Je vous laisse libre. Alors, il n'y a pas rien de prévu. Ce serait pas bien rendre hommage à la médecine du travail, justement, qui gère un peu quand même pour le retour au travail. La médecine du travail encadre les praticiens, en tout cas à l'hôpital public, pour... en termes de quand il y a des handicaps ou des contraintes liées à l'état de la personne, la médecine du travail a pour rôle quand même d'adapter le poste de travail, voire d'envisager la reconversion le cas échéant si c'est nécessaire. Mais c'est vrai que la question par contre de retour au travail et des compétences du retour au travail, de savoir si on est encore capable de reprendre là où on a laissé son travail, ça, pour le moment, c'est pas du tout défini. Donc... ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui existe, c'est-à-dire que ni les universités, ni les sociétés savantes, je crois dans aucun domaine de la médecine ou de la chirurgie, n'ont prévu de programme de reprise, de réinsertion ou de évaluation. C'est un peu dur parce qu'on n'a pas d'échelle en fait pour évaluer un praticien comme ça, mais... il n'y a rien qui est mis en place pour dire allez, on va vous suivre pendant tant de temps avec un collègue qui va être avec vous compagnonner de nouveau, exactement comme un interne qu'on laisse petit à petit prendre son autonomie. On pourrait imaginer qu'un praticien qui doit revenir après 2 ans d'absence, surtout dans un contexte de souffrance liée au travail, il ait besoin quand même d'être soutenu, encadré, et pas qu'on lui dise demain t'es au planning, t'endors 3 vésicules et 4 poumons et puis salut, on se revoit le soir ou on prend un café. On peut pas faire ça.
Mais en pratique, si la structure n'a pas prévu ça, ou l'équipe, personne ne l'a prévu. Donc ça manque. Là, ce dont vous parlez, le côté tu fais tes vésicules, t'endors ton patient, en fait, ça, c'est voué à l'échec, on va dire. Si on... Non, on ne peut pas dire ça, parce que le retour au travail, c'est aussi une forme de guérison. Donc les gens qui reviennent au travail, quand même, ils ont une partie d'eux qui est contente de revenir au travail et de dire « Ouf, ça y est, c'est derrière moi ». Mais il faut savoir y aller un peu en douceur et pas confronter tout de suite l'individu, par exemple, aux mêmes problématiques de charge administrative. Il faut pouvoir l'aider. Et pour le moment, ni l'institution, ni les tutelles scientifiques, personne n'est là pour aider parce que ça n'a jamais été prévu, puisque c'est assez récent comme notion, le burn-out et le retour au travail aussi, alors que ça fait des années qu'il y a besoin de ça. Docteur Sacol. Il y a des associations qui font ça, qui accompagnent les gens dans leur retour au travail. Mais moi, je m'interroge, quoi. Est-ce qu'un chirurgien ou un anesthésiste, après 2 ans d'arrêt de travail, qui a probablement pris des médicaments dont peut-être Fabien va nous parler, qui va décider qu'il est en état de reprendre ou pas? Et est-ce que vraiment on est capable de reprendre une profession aussi stressante quand on a fait un vrai burn-out? Je ne parle pas de la petite dépression. Hein, voilà. Et puis, il y a un problème d'assurance. Il y a un problème de responsabilité, c'est-à-dire que qui prend la responsabilité de lâcher quelqu'un? En plus, dans le privé, le gars est seul, quoi. C'est-à-dire, du jour au lendemain, comme ce que vous avez dit, le lendemain, il faut qu'il se remette au boulot, qu'il ait la consultation, aller au bloc, reprendre son travail. Et sans aucun contrôle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a fait un vrai burn-out dans nos professions, c'est presque l'invalidité, quoi. Enfin, moi, c'est peut-être brutal ce que je dis là. Après, c'est pas vous qui décidez, docteur Sacol. C'est le médecin qui va dire est-ce que c'est invalide. Dans ce cas-là, il y a un barème, ou est-ce que c'est une incapacité. C'est différent. Et l'incapacité... Vous savez très bien que dans le cas du procès de l'ACP, il y a des plaignants qui posent la question de l'état de santé du praticien le jour de l'intervention. Et quelqu'un qui a été 2 ans en arrêt pour un burn-out, qui se remet à travailler et qui a un problème chirurgical, les avocats ne se manqueront pas de dire mais voilà, il a été arrêté 2 ans, c'est un fou. J'imagine l'expertise. J'imagine l'expertise avec l'avocat, comment on a pu faire opérer ce type. Enfin voilà, moi je trouve c'est difficile. Hein. Oui, c'est ça, c'est qui détermine et sur quel critère le médecin va déterminer qu'il est apte ou pas. On a des professions où on est lâché, c'est-à-dire que c'est ce que vous disiez, on ne va pas dire je vais t'aider pour savoir si tu es capable de mettre une prothèse de hanche ou d'intuber un patient. Ben non. On devrait. C'est ça, en fait. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait pour ça. Aujourd'hui, c'est pas prévu. Et donc, comment on lâche quelqu'un après 2 ans d'arrêt, moi, ça me paraît insurmontable. Mais bon, c'est comme mon avis. Docteur Roba, est-ce que vous avez une remarque sur ça, sur tout ce qu'on vient de dire? Je ne suis pas très loin de partager l'avis de Philippe. C'est une affaire extrêmement compliquée. D'abord, c'est une affaire de temps long, hein, on l'a dit. Hein. Grosso modo, on pourrait faire une espèce d'équilibre. Hein. 2 ans d'incubation, 2 ans d'arrêt de travail. Hein. Donc, tout ça, ça fait quand même 4 ans d'une situation compliquée. Il faut savoir que la nature humaine, elle vise à répéter les situations gratifiantes et à fuir celles qui ont pu être douloureuses. Donc déjà, très souvent, lorsque vous avez eu une souffrance au travail caractérisée, vous allez commencer à nouer un rapport un peu phobique au travail, au lieu du travail, aux situations, voire un rapport aversif, hein, c'est-à-dire vous ne voulez plus du tout entendre parler de cet espace-là qui vous a créé des ennuis, et chez certains individus même, un rapport quasi persécutoire. Hein, pour peu que vous ayez une personnalité un peu spécifique, on appelle les sensitifs, enfin, c'est une vieille définition à la Kretschmer, mais enfin peu importe, mais des sujets qui vont avoir un rapport persécutoire à l'autorité, persécutoire à l'institution, persécutoire vis-à-vis de leurs collègues. Au fond, c'est une manière de rendre compte pour eux un peu des blessures qu'ils ont subies. Donc il faut reconstruire à partir de là. Alors, reconstruire à partir de là, c'est d'abord soigner les symptômes tels qu'ils se manifestent, hein, donc ça, on sait à peu près le faire, sauf que ça pose quand même quelques difficultés, comme le disait Philippe, hein, d'absorber des benzodiazépines, des antidépresseurs, parce que ça peut modifier la vigilance. Et puis, il y a tout le travail psychothérapique qui vise à ce que le sujet redéfinisse ses priorités.
personnelle, professionnelle. Et bien souvent, cette redéfinition des priorités, elle peut amener à abandonner ce travail-là qui est devenu ou repéré comme étant insupportable. Je le disais à la dernière réunion de la Softcoach, là où je rencontre le plus de burn-out, c'est quand je vais dans les chambres d'hôtes, moi. Donc, vous avez des managers, vous avez des ingénieurs de haut niveau, ils ont pété un câble et ils se reconvertissent dans la chambre d'hôtes. Vous en avez plein. C'est à peine caricaturé. Mais vous savez qu'ils se sont soignés comme ça. Et j'en ai vu plein. Hein. Je parle d'expérience. Hein. D'abord parce que je les fréquente beaucoup et parce que, effectivement, en discutant un petit peu avec eux, vous voyez que ce sont des gens qui ont bossé dans la haute fonction publique ou autre à Paris et qui vont se ressourcer en province. Alors, comme le disait Philippe, vous avez un individu cabossé qui va sortir de cette affaire-là immanquablement cabossé, peut-être avec un traitement, peut-être avec une reconstruction qui a mis du temps à se mettre en place, et vous prenez le risque de l'exposer à un retour au travail, donc un risque de facteur de stress supplémentaire. Et lorsque vous êtes thérapeute, votre seul objectif, c'est de balayer devant votre malade tous les facteurs de stress. Alors bien évidemment, si vous le renvoyez au bloc opératoire, vous savez qu'il y a peu de chances pour que vous ayez totalement balayé le parcours de votre patient. En plus, très souvent, les personnalités un peu fortes, un peu comme les chirurgiens, fonctionnent en mode de tout ou rien. Soit on est très bon, soit on est très mauvais ou très nul. Donc, si vous dites à un chirurgien de reprendre le galop à petits pas et de reprendre à temps partiel, la plupart du temps, il va considérer que la situation est insupportable parce qu'il faut être soit plein pot, soit totalement inefficace, voire inutile avec toute la culpabilité que ça va entraîner. Donc, c'est pour un salarié lambda. Moi, ce que je faisais dans ma pratique de soignant, c'était le dialogue nécessaire avec le médecin du travail et de conclure la plupart du temps à un licenciement pour inaptitude. Vous extrayez le sujet de son lieu du travail parce que vous savez que c'est là, c'est le loco doloris, c'est le lieu de la douleur. Et puis, il y a des possibilités d'aller travailler ailleurs. Là, jusque-là, ça peut se faire. Pour le chirurgien, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui est aussi repéré dans la pratique quotidienne, c'est qu'à mon avis, il faut quand même qu'il y ait un triptyque qui fonctionne. Il y a celui qui a subi le burn-out, il y a le médecin du travail, mais il y a l'employeur. Vous avez 90%, voire 99% des gens qui ont fait un burn-out. La première chose qu'ils vous disent, c'est quoi? C'est l'employeur ne m'a même pas appelé pour savoir comment j'allais. Après des années de service, personne ne m'appelle. C'est 3 fois rien d'appeler au téléphone, de prendre des nouvelles. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce silence radio, souvent, est repéré comme extrêmement blessant pour les individus. Comment voulez-vous qu'ils se reconstruisent sur quelque chose qui n'est pas dit ou avec le sentiment que finalement, vous avez quitté la maison, ça arrange tout le monde, vous avez dégagé, et finalement, personne va aller vous repêcher pour vous remettre sur le tarmac. Et c'est ça que les gens vivent. Donc, on en arrive à des situations, et je suis pas très loin de penser comme Philippe, et même si j'étais thérapeute, je suis pas sûr que je conseillerais à mon patient chirurgien ortho d'aller se remettre le nez au bloc opératoire pour s'exposer à nouveau à des facteurs de stress, à des difficultés, au regard de ses collègues, au regard de son équipe. L'affaire est assez compliquée quand même. Oui, mais là, il y a une forme de fatalité dans ce que vous dites quand même. Donc c'est vrai que on est là pour trouver des solutions. D'ailleurs, il y a une question, ça fait plaisir. Audrey, vous n'avez pas beaucoup parlé, allez-y. Merci Alexia. En effet, il y a une question d'une personne qui pose, étant donné que maintenant on connaît les origines du burn-out, enfin on a de certains éléments, pourquoi ne pas alerter des organismes comme les ARS, comme les directions d'établissement, comme... alors je ne sais pas qui veut répondre sur Chacun peut prendre la parole, c'est un débat. Les alerter la question c'est quoi? D'alerter justement sur ces risques de burn-out et voir au niveau des institutionnels, des directions d'établissement, s'ils ne peuvent pas agir sur les cas de burn-out en fait. Soit les prévenir, soit les... Déjà, avant d'alerter les tutelles, il faut alerter les médecins. Et c'est notre travail, déjà faire comprendre à notre profession qu'on est une profession, mais les anesthésistes aussi, à haut risque. Je crois que il faut déjà que nous en soyons conscients. Notre CNP l'a compris, et après, alerter, oui, on peut alerter. Mais ça va changer quoi? De dire à l'ARS, ce sont des professionnels exposés. Un libéral, s'il ne travaille pas, il ne gagne pas sa vie. Dans la reprise de travail, comment un libéral peut reprendre à mi-temps
Enfin, c'est juste impossible, parce qu'il y a des frais d'assurance personnelle, les aides opératoires, ça coûte de l'argent. Et donc, il y a une espèce c'est impossible, voilà. Alors, alerter les tutelles, oui, bien sûr. Je crois qu'il y a un gros travail. Et moi, je suis convaincu que... il y a peut-être la Fédération des spécialités médicales, mais il faudrait que toutes les professions exposées aient tout ensemble une démarche commune pour essayer de faire prendre conscience. Mais après, ça va changer quoi ? C'est peut-être la dernière phase du débat. Comment prévenir ? C'est-à-dire, c'est la qualité de vie au travail. Parce que comment voulez-vous changer ça si vous ne changez pas la qualité de vie au travail ? C'est ça qu'il faut changer, justement. Voilà. C'est peut-être trouver des solutions pour la lourdeur administrative, peut-être s'organiser différemment. Pour le privé, peut-être qu'il y ait moins de cette urgence du profit, je ne sais pas, pour les directeurs de clinique. Enfin, en tout cas, il y a peut-être des vrais... c'est une démarche politique, finalement, de vouloir changer profondément le travail, parce que c'est un système, en fait. Donc, moi, j'ai un de mes très bons amis, chirurgien digestif, personne n'est parfait, et qui s'est arrêté de travailler, et je dînais avec lui il n'y a pas longtemps, il me dit, mais t'es gonflé quand même. Tu as créé l'accréditation, tu nous as mis du stress et maintenant tu travailles sur le burn-out. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de contraintes dans et les ARS, n'en parlons pas. Voilà. Et peut-être, on en parlera peut-être après dans la prévention. Il y a une autre question. Après, on va enchaîner parce que chacun a ses petits moments de vie privée. Voilà. Donc, allez-y Audrey sur la deuxième question. Oui, qui est en lien d'ailleurs un peu avec ce que vous commenciez à dire sur. Il y a des personnes qui posaient la question, est-ce qu'il y a des mesures préventives en termes d'hygiène de vie ? Est-ce qu'il y a des petits trucs à savoir, à connaître ? C'est un médecin qui pose cette question. Alors, peut-être Fabien veut répondre sur l'hygiène de vie. J'avais commencé, puis après Fabien va... Voilà. L'hygiène de vie, on commence à y penser à 50 ans, en règle générale. C'est-à-dire que les 20 ou 30 premières années de sa carrière, on ne pense absolument pas à l'hygiène de vie. On pense à sa réussite professionnelle, à faire sa place dans son espace de travail, à publier, à écrire, à faire des tas de choses. Et c'est souvent quand les ennuis commencent que l'hygiène de vie commence à poindre son nez, et c'est là où vous commencez à réfléchir. Alors, bien évidemment, il faudrait que la question de l'hygiène de vie, elle soit première. Alors là, il y a peut-être un petit changement, par contre. C'est que l'ancienne génération, qui est celle de Philippe et de la mienne, c'était boulot, des addicts au travail, des hyperactifs qui sans doute soignaient leur anxiété en étant le nez sur le guidon et en pédalant comme des malades. Aujourd'hui, les jeunes, et ça c'est peut-être une petite lueur d'espoir, à mon avis, ont un repérage beaucoup plus précoce que nous, que notre génération, de cette hygiène de vie. C'est la question des œufs et des paniers, ça. Si vous mettez tous les œufs dans votre panier, si l'alpha et l'oméga de votre plaisir à exister est dans le travail, danger. Si effectivement, précocement, vous essayez de répartir, comme on dit en psychanalyse, vos investissements psychiques, il y a un peu plus de chances que ça aille mieux. Voilà, donc les investissements, c'est quoi ? C'est la famille, c'est les enfants, c'est les loisirs, c'est la création artistique, c'est écouter de la musique ou en produire, enfin, peu importe. C'est tout ça qui va faire un équilibre de vie. Alors, les gens ont un peu de mal à repérer ça. Alors, vous voyez aujourd'hui des mouvements, les écologistes, les gens qui vous disent comme ça, voilà, peut-être il n'y a pas que le travail. On vient bien à dire que le travail est une valeur de droite. Voilà, il n'y a pas que le travail, je le dis de manière un peu amusée. Et donc, si vous voulez, notre génération a sans doute pâti du fait de ne pas avoir eu une conscience suffisamment aiguisée et suffisamment précoce de cette nécessité de répartir ces investissements et ces espaces de détente. Voilà. Donc, et la jeune génération, c'est pas tout à fait ça. Je trouve qu'ils sont finalement peut-être un petit peu plus sages que nous. Alors nous, les vieux briscards, on s'agace un petit peu parce qu'effectivement, maintenant, on fait un jour de garde, un jour de récup. On a connu l'époque où on faisait 3 jours de garde, 0 jour de récup.
les chirurgiens, vous passiez un week-end harassant à 7 heures du matin, vous étiez au bloc opératoire. En règle générale, le patron ne vous demandait pas si vous aviez bien dormi le week-end, hein, il vous demandait de l'aider à instrumenter et à faire le job. Et on trouvait ça tout à fait normal parce que voilà, ça faisait partie du truc. On est des guerriers, on est des guerriers, on n'a peur de rien, on n'est jamais fatigué. C'est le métier, c'est la noblesse du travail. Donc moi, la jeune génération, je la critique pas tout à fait parce qu'ils ont sans doute un petit peu raison, hein, d'être un petit peu moins le nez sur le guidon que nous. Donc hygiène de vie, bien sûr, mais l'hygiène de vie, à mon avis, elle passe pas simplement par des choses matérielles, mais par des supports. Moi, souvent, à mes patients, je leur disais de lire un peu de philosophie de temps en temps, les stoïciens, les pré-socratiques ou les post-socratiques, s'intéresser à la spiritualité, à la religion, parce qu'il y a des choses comme ça. Moi, je lis le Coran, la Bible avant d'aller me coucher, voilà. Je pense que tout ça, ça fait partie quand même d'une manière de remanier son intériorité, parce que le but de la manœuvre, c'est de ne pas avoir seulement des investissements extérieurs. Un individu, c'est pas ce qu'il possède ou ce qu'il fait, c'est aussi ce qu'il est. C'est-à-dire, il y a une nécessité de ce qui vous tient, c'est vous-même, hein, c'est pas les autres, hein, c'est votre pivot d'étayage, c'est à l'intérieur de vous. Donc, il est, à mon avis, extrêmement important de nourrir son intériorité et de se donner le temps, parce qu'il faut avoir un peu de temps pour méditer, pour réfléchir sur l'ordre du monde, le fait que la vie, ça débute et ça s'arrête. Hein, voilà. Vous avez des gens qui disent « Ah, c'est quand les vacances, ça s'arrête ». Ben non. C'est intéressant parce que ça s'arrête. Et la vie, c'est intéressant parce que ça s'arrête. Mais si vous avez une conscience très aiguisée que la vie va s'arrêter, du coup, de manière rétroactive, vous avez un repérage de l'existence qui est totalement différent, parce que vous commencez à vous dire quel bilan je vais tirer de ma fâcheuse existence quand je vais arriver à un moment où je vais plus travailler, où je vais plus être le matador. Des questions qui me semblent essentielles. Nourrir son intériorité. Ok, alors, docteur Huguette-Chevronier, vous vouliez intervenir et je voulais aussi qu'on parle, je vous laisse intervenir, de votre comité à la SFAR, parce qu'il y a des choses à dire aussi là-dessus. Non, moi, c'était juste pour rebondir sur les jeunes générations qu'on critique, que le docteur Aubat critique pas. Moi, j'ai quand même de l'admiration pour les jeunes générations parce que... moi, je suis pile dans l'entre-deux, hein, donc je suis pas très bien placée pour dire que j'appartiens à la jeune génération. Mais quand même, c'est vrai que de plus en plus, les jeunes internes, par exemple, qu'on voit arriver sur leur lieu de stage, ils sont... maintenant soumis à la loi des 48 heures par semaine de travail. Et ça, c'est en train de changer dans toute la médecine. On est censé l'appliquer. Et nous, les praticiens, on est garants de ça, en fait. On est leurs anges gardiens sur ce temps de travail. Et en tout cas, dans la discipline à laquelle j'appartiens, on essaye vraiment de faire en sorte qu'ils puissent respecter ce contrat. Ce n'est pas le cas encore dans certaines disciplines, notamment chirurgicales. Mais je trouve qu'ils ont quand même une espèce de recul, alors qu'ils ne sont pas encore des professionnels aguerris, mais ils savent déjà que eux, en fait, dans leur vie, le travail, ça ne prendra pas toute la place. Et ils ont des centres d'intérêt à l'extérieur du travail. Alors ici, à Grenoble, il y a un biais, c'est qu'il y a la montagne, il y a les loisirs extérieurs, et c'est souvent... des internes qui aiment aussi autant faire du sport que des études, mais je trouve que c'est assez sain parce que ça les protège en fait de se mettre trop dans le travail, et la plupart ils ont même assez de recul pour sentir quand ils sont sur une zone de fracture là et qu'ils se disent « Ah mais là ça va pas », et ben hop, ils vont faire une activité, ils vont déverser leur anxiété autrement qu'en accumulant encore plus de travail, encore plus de garde, encore plus de... Donc ça, c'est voilà, pour répondre à cette histoire de prévention, c'est vrai que je pense qu'on fait quand même un pas en avant et que ça va prendre du temps, mais les nouvelles générations et les générations de transition vont quand même aider à ça et à prendre en considération les aspects de la vie intérieure. On fait beaucoup plus maintenant de formation autour de la communication, autour de la méditation, autour de ces genres de choses. Et je transitionne aussi là-dessus, c'est le comité auquel j'appartiens à la SFAR, là, le comité vie professionnelle et santé au travail. Dans santé au travail, il y a ça en fait. Comment être en bonne santé à son travail ? Alors il y a la campagne Edoc t'as ton doc, donc déjà d'aller voir un médecin traitant c'est une chose, mais il y a aussi tous les aspects, apprendre à communiquer, apprendre à travailler en équipe. Il y a aussi un comité qui s'appelle Analyse et maîtrise du risque qui travaille beaucoup sur la gestion de crise
au sein d'une équipe. Alors évidemment, ça fait intervenir aussi ce versant de communication. Et moi, je trouve, en travaillant sur la communication en équipe, en fait, on travaille sur l'expression des émotions, le ressenti dans certaines situations critiques ou pas critiques. Et à titre personnel, au quotidien, moi, j'essaye maintenant d'intégrer ça dans ma pratique. Et notamment, je crois que c'est le docteur Oba tout à l'heure qui parlait de ça quand on vit des choses un peu au travail et qu'on les ramène à la maison, qu'il faut un sas de décompression. Moi, j'essaye de dire, surtout aux plus jeunes, mais aussi à mes collègues d'un âge, quand la garde s'est mal passée, à la fin de la garde, quand on a signé 3 papiers bleus sur une garde, parce que malheureusement ça nous arrive, eh ben, je leur dis, ok, t'as eu une mauvaise garde, est-ce que tu peux me dire 3 choses qui se sont bien passées pendant ces 24 heures ? Et donc ils trouvent 3 choses, souvent même plus que 3 choses. Et ben, à ce moment-là, je leur dis, bah voilà, quand tu vas quitter ta blouse, tu vas tout mettre au panier à linge, et le reste, les 3 choses, tu vas les ramener avec toi, et penser à ça en rentrant. Et donc c'est l'effet SAS, pour pas ramener chez soi ce qu'on disait tout à l'heure, tous ces encombrements. Alors il y a des choses, comme vous disiez, docteur Tracol, on peut pas non plus rien ramener, il y a des choses qui nous marquent. Mais c'est une technique que j'avais lue dans un livre pas du tout médical, qui m'avait paru quand même intéressante pour essayer de faire un petit vide et un petit... Prendre de la distance. Voilà, prendre un peu de distance. Et dans la vie, quoi. Voilà, et revenir dans sa vie et se dire, ah mais en fait, pendant ces 24 heures, ben, quand même, on a eu un plateau de garde où il y avait des macaronis à la bolognaise, et ça, c'est rare, et ça n'a pas de prix. Non, mais c'est un facteur de bien-être, en fait, oui, de comment sûr, on mange au travail, c'est de la qualité de vie au travail. J'ai travaillé avec une équipe super qui a été très réactive, j'ai pu soigner les gens comme il faut, j'ai eu besoin d'une salle de bloc opératoire en urgence et je l'ai eu dans la minute. Ça, c'est de la satisfaction en fait. Et par rapport au service rendu et à la reconnaissance, c'est quand même quelque chose qui est important. Absolument. Docteur Dracol, allez-y, ce sera peut-être le mot de la fin. Oui, je sais pas. Quand je parlais de papier bleu tout à l'heure, c'était le papier bleu de l'huissier. C'était pas... J'ai compris le papier Voilà, bleu. Vous voyez la déformation, c'est que moi je signe des papiers bleus. Versus clinique. C'était le papier Ah bah bleu moi de- les papiers bleus pour moi de- c'est les de certificats de l'huissier. décès. Voilà. Moi j'avais compris, mais bon, il y en a 2 en effet. Ah bah pardon, ça m'est jamais arrivé. Alors. Je ne vais pas conclure, mais je crois que dans le privé, il y a aussi cette course en avant où il y a des charges à payer d'une année sur l'autre et on travaille pour payer les charges et on travaille plus pour payer les charges en avant. C'est une espèce de course en avant. Et la métaphore du vélo, il a tout à fait raison. On est là, le nez dans le guidon, on pédale de plus en plus vite et on ne lève jamais la tête. Et le jour où on lève la tête, il y a le mur qui est là et c'est trop tard. Et je crois qu'il faut qu'on se garde des espaces à nous. Moi, j'ai fini ma carrière, je crois que j'ai fait une belle carrière, mais quand je me retourne, je n'ai pas vu grandir mes enfants. Voilà. Bon, j'ai une famille qui m'a soutenu, mais c'est vrai qu'il faut s'occuper de ça. Et ce débat qu'il y a entre les jeunes et les anciens, il est gagné. Les jeunes, ils vont gagner. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des chefs de service qui me disent « Oui, tu te rends compte, les internes, maintenant, ils veulent prendre une demi-journée pour faire la planche à voile. » Et celui qui veut faire la planche à voile l'après-midi, il passe un peu pour le glandeur de l'équipe, alors que c'est pas ça. Je crois... Non, mais oui, voilà, je crois qu'il y a une espèce de mutation avec un sujet dont on n'a pas parlé, qui est la féminisation de la profession. Et je crois que la féminisation de la profession de chirurgien, elle va aussi aller dans le sens de l'apaisement. Parce que les femmes ont plus de recul, elles privilégient peut-être plus. Puis il y a cette histoire de partage des tâches dans les familles qui n'était pas le cas dans notre génération, qui l'est aujourd'hui. Moi, j'ai des couples de chirurgiens, des jeunes internes. Donc voilà. Et tout ça fait que, je ne dis pas que le burn-out va disparaître, mais peut-être que tout ça va permettre d'améliorer les choses. Merci, docteur Tracol. Oui, voilà. Et la prévention, on en a parlé. Un dernier mot rapide, docteur Oba, pour conclure. Si vous voulez. Prendre soin de soi. Bah oui, c'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure. Je pense que le burn-out, c'est un point nodal de réflexion sur nos modes de rapport à nous-mêmes, au travail, à la famille, à l'environnement, aux loisirs. Moi, je pense que nos sociétés, elles souffrent peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure, d'avoir abandonné le culte un peu de l'intériorité et de la réflexion que l'on a sur son parcours de vie. Voilà. Alors je ne vais pas renvoyer à la lecture de Sénèque
ou de Marc Aurèle, mais c'est pas inutile de temps en temps d'aller se plonger dans la lecture de quelques propos de philosophes ou de théologiens pour se dire que finalement, on est là sur Terre sur un temps déterminé. Et il importe de réfléchir un peu cette affaire-là, c'est-à-dire ce début et cette fin. On ne peut pas s'inscrire dans un parcours de vie sans imaginer ou sans repérer que ça va s'arrêter, qu'on a un certain nombre de missions à accomplir, de devoirs à accomplir, et de bien repérer où est notre devoir, où est-ce qu'il est notre devoir. Alors aider les patients, c'est très bien, mais s'occuper de ses enfants, c'est très bien aussi. Participer à des activités artistiques, ça fait partie du socle de l'humanité depuis le néolithique. Donc, on peut pas se résumer, on peut pas se réduire. Il faut pas que notre identité se résume simplement à notre activité professionnelle. Voilà un peu la leçon que je tirerais de cette affaire-là. Et ça, c'est renvoyer à la question de l'humanité. C'est presque triste d'en être obligé de se dire que c'est parce qu'il y a des gens qui se suicident qu'on est amené à réfléchir sur notre parcours de vie. On devrait idéalement le faire avant même que ces clignotants s'allument au rouge de manière dramatique. Merci beaucoup, Dr Oba. Audrey, j'aurais bien aimé, comme on a beaucoup parlé de l'équipe, des soft skills, que vous parliez un petit peu de notre formation soft skills et de ce qu'on fait avec les médecins. Oui, alors même, je dirais d'une manière générale, c'est vrai que le sujet du travail en équipe est revenu souvent. Il y a l'équipe qui peut aider, mais il y a aussi l'équipe qui peut souffrir de ce qui s'est passé et comment l'équipe doit réagir quand la personne revient. Donc je pense qu'on a plein de sujets à voir. En effet, dans le cadre d'Aspro et des formations qu'on peut proposer, on a plusieurs formations en lien avec les comportements, la communication en équipe. Je vais vous en parler tout à l'heure, justement. On a aussi un week-end gestion du stress. Et je reviens, alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais on fait le MBI test avant le week-end gestion du stress. Bon, qu'on soit anesthésiste, qu'on soit quelle que soit la spécialité de chirurgie, je vous confirme qu'on arrive sur les mêmes stats de toute façon. Et en effet, il y a aussi ce lien avec la vie personnelle. Donc typiquement, week-end gestion du stress, on fait inviter le compagnon, la compagne, pour échanger aussi avec les confrères. Et c'est vraiment des choses qu'on va continuer à développer en 2023 sur ces sujets-là. Qualité de vie au travail, travail en équipe, comportement, communication en équipe. Et burn-out, oui, on reviendra sur ces sujets-là, bien sûr. Après, il y a toujours des clés qui peuvent... voilà. Mais le travail en équipe, c'est un vrai levier, donc on va continuer à travailler sur ces sujets-là. Merci beaucoup Audrey, merci à tous. D'ailleurs, pour découvrir nos formations, les thématiques, les objectifs pédagogiques, etc., vous avez rendez-vous sur www.branchesolutions.fr. Voilà, ça s'affiche en bas de l'écran. Vous avez un onglet dans le menu formation, donc sur ce site, si on peut le remettre pour ceux qui n'ont pas vu. Et donc, voilà, vous pourrez accéder à toutes les formations qui sont proposées, le catalogue des formations, notamment le week-end gestion du stress. Il y a un week-end prévu bientôt, Audrey, ou là, il n'y a pas encore de date? Alors, pas encore, on est un peu stressé par le DPC. Mais non, oui. Donc, vous connaissez C'est aussi. vrai qu'il y a le, donc, il y a on va le DPC. gérer déjà le stress du DPC pour pouvoir le proposer, en effet, dans l'année, parce qu'on a eu des retours très positifs cette année. Le DPC, c'est une grosse source de stress. C'est une source de stress. C'est pas le sujet du live, mais en effet, c'est une autre source de stress. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci au docteur Oba qui était loin mais prêt. Voilà. On se retrouve le 19 janvier. Pour un live formation avec le docteur Olivier Leroy, un live sur le choc septique. Donc là, ce sera plutôt pour les anesthésistes avec le professeur Hervé Boisize. Joyeuses fêtes à toutes et à tous. Prenez soin de vous. À très bientôt.